Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Hugues Maillot, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, émission spéciale sur l'île de la Réunion. Vous nous accueillez au sein du conseil départemental. On va parler un peu enjeux et prospectives des politiques publiques sur l'île. Donc pour commencer, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Écoutez, je m'appelle Hugues Maillot et je suis aujourd'hui directeur général adjoint au conseil départemental en charge de la mise en œuvre des actions territoriales et de l'insertion, de la politique d'insertion du département. En clair, je pilote sur le territoire à la fois la politique d'insertion, la politique de polyvalence sociale et la politique de protection de l'enfance du conseil départemental. Je suis dans ces fonctions depuis environ 4 ans et dans la collectivité depuis près de 25 ans, où j'ai occupé une douzaine de fonctions, avec quand même un fil rouge, l'insertion. Ça fait assez longtemps que je m'occupe d'insertion, même si j'ai été de temps en temps infidèle à l'insertion, mais j'y reviens assez régulièrement. Et avant d'occuper ces fonctions, on va dire, au conseil départemental, je me suis aussi occupé d'insertion et d'environnement à la région. Et j'ai commencé mes premières armes professionnelles comme journaliste et comme assistant parlementaire. Et j'ai envie de dire, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, jamais je n'aurais imaginé devenir fonctionnaire. Et en fait, c'est devenu, j'ai envie de dire, quelque chose qui s'est fait finalement assez naturellement. Quand j'étais journaliste, j'étais frustré parce que j'étais un spectateur, mais je n'étais pas un acteur. Et puis, au fur et à mesure, je suis devenu un acteur dans les fonctions qui sont les miennes, hein, et pas forcément au premier rang ni dans le premier rôle. Parce que le premier rôle, il est occupé par, j'ai envie de dire, essentiellement par les politiques. Mais en tout cas, je suis devenu un acteur dans les limites de mes attributions, du développement social, économique aussi un peu de la Réunion, parmi d'autres bien sûr, de manière, je veux dire, il faut prendre ça avec beaucoup d'humilité. Je suis devenu un rouage dans une chaîne et j'ai envie de dire que ça s'est fait d'une part naturellement et d'autre part ça m'a raccroché à ma propre histoire, puisque, je vous le disais il y a un instant, Que vous êtes très réunionnais. Que je descends d'un des premiers habitants de la Réunion, donc je suis réunionnais depuis le XVIIe siècle, si je me raccroche et donc depuis le démarrage en fait du peuplement de cette île. Et je pense que si je suis devenu un acteur, c'est aussi parce que je suis accroché à ce territoire et j'aime ce territoire, j'ai envie de dire, du plus profond de mon être. Alors justement, vous êtes au département, 25 ans quand même, hein, Ouais. un quart de siècle, vous en avez vu des choses. Donc on va commencer sur une première question. Est-ce que vous pourriez nous dire de votre place quels sont les principaux enjeux en matière de politique publique à La Réunion? Il y a a priori pas mal de sujets et donc Ouais. je vais vous laisser les sortir peut-être dans un certain ordre ou en vrac. Je pense que les enjeux de la société réunionnaise sont multiples. Je crois que le premier, c'est la question de la cohésion sociale. La Réunion est aujourd'hui encore confrontée à des inégalités sociales importantes. La Réunion s'est développée très rapidement. J'ai envie de dire, le peuplement de la Réunion est récent, 3 siècles, mais dans ces 3 siècles,
il y a pratiquement 250 ans de pénurie pour la plupart de la population. Et puis à partir du milieu des années 60, il y a un développement qui s'accélère très vite, dont une partie de la société a largement profité, et j'ai envie de dire une partie croissante de la société continue à profiter. Mais il reste quand même beaucoup de Réunionnais qui sont sur le bord du chemin. Il y a 40% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et donc le premier enjeu, c'est de garantir la cohésion sociale à La Réunion et de faire en sorte que tout le monde ait les mêmes chances dans la vie. 28% de chômage, hein, c'est ça, 28 à 30% de chômage. Non, c'est un peu moins aujourd'hui, on est plus proche de 20%. Les chiffres officiels disent 18-19% de chômage. Après, quand on prend le halo du chômage, on se rapproche sans doute des 24-25%, ce qui est énorme par rapport à la moyenne nationale. Et donc le premier enjeu vraiment, c'est celui de la cohésion et de faire en sorte qu'il y ait une dynamique de rattrapage qui a profité à beaucoup, mais qui n'a pas profité à tous. Et donc des inégalités qui restent importantes et qu'il faut arriver, j'ai envie de dire, à gommer, mais pas en tirant toute la société en continuant à tirer toute la société vers le haut. Ça, c'est le premier enjeu. Et je pense qu'on a eu, et on continue à avoir une croissance économique forte à La Réunion par rapport à la moyenne nationale, et que l'enjeu, c'est de faire en sorte que cette croissance, elle profite à tous. Alors, j'ai mon opinion, et je l'ai défendue, parce que j'ai eu aussi un engagement politique, donc je l'ai défendu sur comment on peut faire. Mais c'est d'abord le premier sujet, c'est celui de la cohésion sociale, d'un développement économique et social qui profite à tous. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu environnemental. La société réunionnaise a progressé, elle s'est développée, elle a connu une croissance accélérée, mais en même temps, et j'ai envie de dire depuis le peuplement, elle a dégradé l'environnement dans lequel les populations se sont installées et s'est développée. Et La Réunion est ce qu'on appelle un hotspot de la biodiversité, mais c'est un hotspot de la biodiversité qui est extrêmement menacé. Et en fait, on agit un peu comme si on sciait la branche sur laquelle on était assis. Et j'ai envie de dire, pour le coup, La Réunion, c'est un peu aussi un concentré sur ce plan-là, sur les deux plans d'ailleurs, celui des inégalités et celui de la protection de l'environnement. C'est un peu un concentré du monde dans lequel on se trouve. Sachant que le développement économique, il va peut-être beaucoup tabler sur le tourisme et donc appuyer fortement sur la tête de l'environnement, quoi. Particulièrement La Réunion, je me dirais. Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, on peut sans doute construire un développement économique qui soit plus harmonieux de l'environnement, puisqu'on a besoin, puisque c'est cet environnement finalement qui est un des atouts de notre développement économique et de notre développement touristique, et que dans le même temps, on n'a pas, on n'est pas à un niveau aujourd'hui, on n'est pas dans la situation de certaines régions métropolitaines, de certaines régions. On n'est pas à Venise. À Venise, j'ai envie de dire, on est dans un niveau de surexploitation touristique. Ce n'est pas le cas à La Réunion. Donc on a encore, à mon avis, la possibilité de trouver un équilibre. Mais c'est bien cet équilibre-là qu'il s'agit de trouver entre un développement économique qui doit se poursuivre pour permettre à une partie de la population qui n'a pas encore atteint un certain niveau de vie, de pouvoir réaliser ce niveau de vie, et puis un environnement que l'on n'a pas arrêté quand même de dégrader depuis le peuplement, et qu'il va falloir arriver à véritablement préserver, protéger dans la durée. Donc oui, les enjeux sont multiples, mais vous voyez à travers ces deux-là, je pense qu'on embrasse bien la totalité du sujet, c'est-à-dire que La Réunion, c'est un concentré des enjeux du monde. Voilà.
Donc vous partez sur deux enjeux principalement. Oui. Je vais revenir sur le premier. Je me suis posé une question pendant votre réponse. Vous parlez de croissance et de développement. Est-ce que c'est la croissance économique qui ferait la cohésion sociale? Parce que j'ai cru comprendre ça. Alors évidemment, je peux imaginer que ça va participer à un meilleur balancement social, mais on pourra aussi imaginer que ça pourra accroître des inégalités. Ouais, donc dans l'histoire de la Réunion, je pense que la croissance, elle n'a pas toujours joué un rôle en matière de cohésion. C'est-à-dire que ce qui fait d'abord la cohésion dans l'histoire de l'île, c'est le fait qu'on partage ensemble un certain nombre de difficultés. Mmh. Je pense que les premiers Réunionnais, s'ils ont fait cohésion, c'est parce qu'ils devaient faire face ensemble aux enjeux de l'isolement, de l'éloignement. Il fallait qu'ils développent une solidarité entre eux pour faire face à la misère, on va dire. Okay. Ça, c'est, j'ai envie de dire, la première partie de l'histoire réunionnaise. Et puis est venue, j'ai envie de dire, la modernité. La modernité, c'est à partir des années 60, c'est une croissance économique, avec avec des populations aussi nouvelles qui arrivent. Et donc, la société va intégrer, en quelque sorte, un nouveau modèle. C'est le modèle de la société de consommation, celui qu'on connaît partout. Mmh. Et je pense que dans ce modèle de la société de consommation, pour qu'il y ait cohésion, il faut que chacun trouve sa part dans la croissance de la société, dans son développement. Mmh. Donc on passe d'une société de pénurie où la cohésion, la solidarité est une façon de mieux vivre ensemble, à une société de croissance économique, une société de consommation, où la cohésion va se construire aussi dans le fait que chacun tire un avantage finalement de la société dans laquelle on vit. J'aurais voulu savoir si vous pouvez nous parler un peu des politiques qui ont permis le développement de la Réunion, ce que vous en pensiez, quelles ont été les grandes politiques qui ont participé à faire avancer l'île en fait. Les grandes politiques qui ont permis de faire avancer l'île, c'est pour moi très concrètement toute la dynamique de rattrapage qui est initiée à partir des années 60. C'est-à-dire c'est le fait que le politique, l'État, disent on ne peut pas laisser la Réunion dans l'état de misère dans lequel on la trouve au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. La Réunion est une société extrêmement pauvre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui est frappée par la dénutrition, la malnutrition, qui est frappée par l'habitat insalubre, qui commence aussi à être frappée par le chômage. Donc en fait, la société réunionnaise, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début des années 60, c'est une société extrêmement pauvre, paupérisée, où il y a aussi des inégalités, mais j'ai envie de dire, tout le monde pratiquement est touché par la pauvreté. Et donc, ce qui est décidé à partir des années 60, c'est de faire en sorte de lutter contre tous ces fléaux, le mal logement, la dénutrition, l'illettrisme, et d'engager une forme de rattrapage économique et social. Ce rattrapage économique et social, il va passer par des efforts faits en matière d'éducation, de construction d'écoles, de construction de collèges, de construction de lycées, de construction d'hôpitaux. Il va passer par une politique de désenclavement et d'aménagement du territoire pour faire en sorte que toutes les parties de l'île soient touchées. Ça va être, on va dire, c'est l'époque où on
commence à construire la première route du littoral. Donc il y a cet effort d'investissement qui va être fait par l'État entre le milieu des années 60 et puis le milieu des années 80. Et à partir des années 80, il y a toute une politique de développement économique qui est enclenchée à travers la défiscalisation, à travers les exonérations de charges sociales. L'idée, c'est de faire en sorte que des entreprises s'installent, développent leur activité, et ça va durer pratiquement jusqu'au milieu des années 2000. C'est-à-dire cette politique, donc politique d'investissement 60-80, défiscalisation, exonération de charges sociales jusqu'au milieu des années 2000, et ça va être, comment dire, on est encore, de mon point de vue, sur cette lancée-là aujourd'hui en 2023. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui pour la Réunion, c'est de savoir sur quel relais de croissance elle s'appuie maintenant, puisque le gros effort de rattrapage, que ce soit en matière d'investissement ou en matière économique, les gros efforts ont été faits. Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'il faut en faire plus? Ou est-ce qu'il faut les maintenir? Moi, je pense qu'il y a encore quelques réformes de structure à engager. Ouais. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Par exemple, l'octroi de mer, la fiscalité. Ouais. Vous êtes entrepreneur ou commerçant, vous vous installez comme commerçant dans l'Hexagone. Ouais. La TVA, la taxe, vous allez la payer quand vous aurez vendu votre produit. Vous allez récupérer la TVA sur votre client et vous allez reverser à l'État. Si je prends l'octroi de mer, vous payez l'octroi de mer avant d'avoir vendu votre produit. Si vous devez payer l'octroi de mer avant d'avoir vendu votre produit, c'est que l'octroi de mer est une charge et ce n'est pas simplement un impôt sur la consommation. Et cette charge, elle est assumée par celui qui prend le risque de développer son activité. Et de ce fait, c'est par exemple, si je prends cet exemple, c'est un frein au développement de l'activité et du commerce. Pas qu'un peu, ouais. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a moi, je crois qu'il y a encore besoin de maintenir des dispositifs d'exonération, de défiscalisation pour des activités, pas sur tous les secteurs d'activité, mais sur les secteurs qu'on veut moteurs pour le développement de la Réunion, par exemple le tourisme. Et puis, il y a encore quelques réformes de structure à mener sur le plan de la fiscalité, notamment sur la question de l'octroi de mer. Et vous verrez, vous avez sans doute vu dans les comptes rendus des travaux du gouvernement sur le SIOM que la question de l'octroi de mer va être mise sur la table. Ça va devenir quoi selon vous? Parce que ça fait un moment quand même qu'on en parle. Le bon sens voudrait que ça devienne une forme de TVA régionale. Le bon sens. Le bon sens voudrait que de mon point de vue, le bon sens voudrait que ça devienne une forme de TVA régionale. Ouais. On verra. Le débat va être intéressant parce que les évolutions à venir vont nous éclairer sur le fait de savoir si on va dans le bon sens ou si on continue à essayer de conserver des situations de rente pour un certain nombre d'entreprises sur le territoire. Je pense que ça serait une erreur de vouloir maintenir des situations de rente parce qu'en définitive, les situations de rente ne protègent pas indéfiniment. Il y a des générations d'entrepreneurs, de capitalistes réunionnais qui ont disparu ou qui sont en train de disparaître parce qu'ils ont cru pouvoir se cacher derrière cette forme de ligne Maginot. Mais en fait, ça marche plus parce qu'en face de nous, il y a le capitalisme mondialisé. Et le capitalisme mondialisé, notre barrière, elle n'est pas assez haute pour l'empêcher de venir. Donc il faut trouver d'autres façons d'être performant économiquement et d'accompagner le développement de nos entreprises. Mais c'est bien, j'ai envie de dire, l'enjeu économique de demain, c'est celui-là, enfin d'aujourd'hui et de demain, c'est de faire en sorte qu'on trouve un modèle qui soit équilibré et qui serve moins la rente et plus l'innovation et la croissance.
J'aurais voulu vous entendre désormais sur les rapports actuels avec ce qu'on appelle la France hexagonale. Alors en préparant les émissions avant de venir sur l'île, je suis tombé sur cette expression de France hexagonale et je fais une petite parenthèse pour les auditeurs. On n'est plus censé parler de métropole depuis le 23 mai, suite à un amendement du député guadeloupéen Olivier Servat. Et en effet, je me suis un peu renseigné, on utilise des mots comme ça et on s'en rend plus bien compte, mais en tout cas, métropole, c'est le territoire d'un État considéré par rapport à ses colonies, au territoire extérieur. Donc, je voulais vous entendre sur les rapports actuels avec la France hexagonale et la Réunion, et si vous pensiez que la France, liée à l'Europe de Bruxelles, a un sens pour les ultramarins, qui sont par exemple reliés à la Commission de l'océan Indien. Donc je me dis que Ouais. En fait, on est dans quelque chose d'un peu foufou pour moi. Et donc je me demandais quel était votre avis. Moi, je pense que vous interviewez un Réunionnais dans la rue, vous lui demandez c'est quoi la Commission de l'océan Indien, je pense qu'il ne saura pas vous répondre dans la majeure partie des cas. Donc il dira je suis rattaché à Bruxelles et j'en suis fier. Non, il ne dira pas je suis rattaché à Bruxelles, mais il se sentira réunionnais et français. Ouais. Je pense que ça, c'est... Et il ne se sentira pas forcément de l'océan Indien. D'accord. Mais il se sentira réunionnais et français. Alors, il peut se sentir d'origine indienne, il peut se sentir d'origine chinoise, il peut se sentir d'origine africaine, il peut se sentir d'origine européenne. Mais le rattachement à la Commission de l'océan Indien, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui arrive naturellement. Mmh. Je pense que l'histoire de la Réunion, c'est une histoire qui se construit, j'ai envie de dire, par et dans la France, et que tout le monde sur ce territoire se sent profondément français, à quelques exceptions près, mais il y a eu un sondage récemment. Vous savez qu'il y a eu un appel des présidents des collectivités régionales ou territoriales ultramarines pour un changement, on va dire pour une réforme du lien avec la nation. En même temps, à La Réunion, il y a eu un sondage. 80% des sondés ont dit surtout ne touchez à rien. D'accord ? Donc je pense que les Réunionnais se sentent profondément français, comme ils l'ont été depuis le début, et que la quête, je pense globalement que la quête des Réunionnais, pas seulement, je pense globalement de la jeunesse ultramarine, c'est d'abord une quête d'égalité. Je pense que les Réunionnais veulent se sentir et veulent être vus comme des Français à part entière. Et qu'aujourd'hui, justement, c'est pour ça, moi j'approuve plutôt la décision qui a été prise, parce que autant on peut se raccrocher à l'Hexagone, autant on ne peut plus, en 2023, se raccrocher à la métropole. Parce qu'en définitive, ça n'a pas de sens. Jamais les relations entre l'Hexagone et la Réunion n'ont été aussi intenses. Ouais. Que ce soit sur nos étudiants vont poursuivre pour une grande part d'entre eux. Il y a près de 10 000 jeunes qui chaque année vont en métropole. Donc les mouvements de population sont extrêmement importants dans un sens. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut ici. Oui, ça aussi mais parce que je pense que dans ma discipline, on s'arrête à la licence. Et donc, si vous voulez avoir votre master, avoir votre diplôme, vous devez partir. Oui, mais peut-être aussi parce que... Et ça, c'est dommageable, par exemple. Non, je ne suis pas certain. Je pense qu'aussi, il y a une volonté de la jeunesse réunionnaise d'aller voir ailleurs. Ah, oui. Je pense que c'est pas mal. Ça, je peux l'entendre. Et je pense que le choix de s'arrêter à la licence, c'est peut-être même un choix politique, qui est un choix assez ancien d'ailleurs, qui, je pense, date du milieu des années 80, où les décideurs ont souhaité que les Réunionnais aillent voir ailleurs ce qui se passe. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien qu'on se donne... Moi, j'ai un fils de 20 ans, j'ai tout fait pour qu'il aille aussi se voir ailleurs s'il y était, parce que je pense que la Réunion, c'est
effectivement, c'est super, La Réunion, c'est très beau. Il y a beaucoup d'atouts à La Réunion, mais je pense que notre jeunesse... bien d'aller voir d'autres écosystèmes. De voir d'autres écosystèmes, de s'ouvrir sur le monde. Et je pense que c'est par l'ouverture de La Réunion au monde qu'on développera aussi La Réunion. Donc je crois vraiment que jamais La Réunion n'a été aussi ouverte sur le monde. Je pense qu'elle devrait l'être encore davantage, que c'est possible qu'elle le soit encore davantage, et qu'il faut faire en permanence faire cet effort d'ouverture, et que l'appartenance à la France, c'est finalement le sésame, la clé de cette ouverture. L'appartenance à la France, l'appartenance à l'Europe, c'est la clé de cette ouverture, et cette ouverture, c'est la clé de l'épanouissement humain d'une grande partie, et peut-être même de tous les Réunionnais. Donc, et je pense que ça, de par l'histoire de chaque Réunionnais, qui est d'abord une histoire de migrants. Un Réunionnais, c'est quelqu'un qui dans la famille, a migré ici. Il n'y avait personne au départ. Je pense que ça, cette ouverture sur le monde, elle est dans notre ADN. C'est vrai que c'est un socle aussi, parce qu'on peut souvent opposer ceux qui se disent avoir toujours été là et ceux qui sont arrivés après. En fait, tout le monde est arrivé après, entre guillemets. Donc, on peut dire que ça participe à une forme de cohésion sociale, en tout cas d'une histoire mythique commune, quoi. Ben oui, c'est-à-dire que l'histoire de la Réunion, ces 3 siècles, quand on va la comparer en termes historiques, on va plutôt comparer à, j'ai envie de dire, vous l'avez dit tout à l'heure, au Canada, ou alors avec le génocide en moins. Hein. C'est-à-dire qu'ici, les seules victimes de génocide, ça a été les dodos et les oiseaux et les tortues. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas bien qu'on les ait exterminés, mais en même temps, oui, on est sur une île qui a une histoire récente, qui est une île de migrants, avec des couches successives de populations qui arrivent et qui s'intègrent, et c'est heureux. Et donc, pour moi, ça fait que dans notre ADN, voilà, on est ouvert sur le monde j'ai envie de dire, par définition. Et cette ouverture sur le monde, il faut toujours la cultiver. Vous disiez dans un de vos livres que la Réunion serait un exemple, finalement. Ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, c'est un exemple, mais ce n'est pas un modèle. C'est-à-dire c'est un exemple parce que on a été en capacité, en un temps extrêmement court, d'assimiler des populations venant d'horizons extrêmement différents. Et pour moi, c'est un exemple aussi de la manière dont l'assimilation, et j'utilise bien le mot assimilation, fonctionne. C'est-à-dire que l'assimilation, c'est à un moment donné considérer que ce qui nous unit, c'est-à-dire le bien commun, est supérieur à ce qu'on apporte à notre identité propre. C'est-à-dire qu'on construit une identité commune en laissant de côté, en apportant notre identité, mais en laissant aussi de côté une partie de nos particularités. C'est une vraie question, c'est pour ça qu'on reparle, je trouve, en ce moment de la Réunion, c'est parce que dans l'Hexagone, justement, ça continue à revenir, ces questions. Ça continue à revenir parce que, et je pense que c'est là aussi qu'il faut puiser dans l'exemple réunionnais, ça a marché parce que, j'ai dit, tout à l'heure, je disais, il y a une première partie où la solidarité était indispensable pour faire face aux difficultés, d'accord ? Donc, finalement, qu'on soit petit blanc ou descendant d'Africains, on avait en face de nous la même difficulté à résoudre. Et j'ai envie de dire, après l'abolition de l'esclavage, c'était, je pense, peut-être encore plus vrai, parce que l'égalité, elle était imposée, on va dire, par la loi. Et puis depuis la départementalisation, il y a un mouvement de progrès économique et social qui s'est enclenché. Et ce mouvement de progrès économique et social,
il a aussi donné du sens au fait que je suis dans une société, je dois renoncer peut-être à une partie de mes particularités pour faire société, d'accord? Mais en échange, la République, elle m'apporte plus d'éducation, plus de santé, plus de bien-être. Pour moi, l'exemple réunionnais, c'est l'exemple que l'assimilation est possible, quelles que soient nos origines, à partir du moment où le projet de société dans lequel on se trouve est facteur de progrès pour tous. Et juste je transpose, je pense que ce qui est vrai encore aujourd'hui à La Réunion, parce qu'on est encore dans l'impulsion des politiques publiques dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de la départementalisation, de la défiscalisation, du développement économique et social qui a été engendré par les décisions des politiques, je pense qu'au niveau national, aujourd'hui, ce mouvement de progrès, il est en panne. Il n'est pas en panne depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Il est en panne depuis 1970, depuis le milieu des années 70, où on sort des 30 Glorieuses et on est à des taux de croissance au niveau national. À La Réunion, on a connu une croissance économique, j'ai envie de dire encore très récemment, entre 6 et 10% par an, où on crée de la richesse et où chacun peut en profiter. En France métropolitaine, en France hexagonale, on est à des taux de croissance qui sont compris entre 0 et 2%, et je mets de côté l'épisode Covid ou la crise de 2009. Si on se réfère à la croissance comme un indicateur. Oui, mais c'est quand même un indicateur. Ce n'est pas le seul. Oui. Mais j'ai envie de dire, si vous voulez... Mais pour arriver à un plateau, si je suis votre raisonnement, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire qu'en fait la Réunion, si je devais caricaturer, est en difficulté, donc dans la difficulté, dans l'adversité, on se serre les coudes, on rattrape notre retard, on bénéficie enfin de plein de belles choses, mais arrivera le moment du plateau quand même. Alors c'est ça le sujet. Parce qu'il y a un moment où, quand le retard est rattrapé, on se pose et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a la dynamique interne du territoire qui doit succéder au rattrapage. On est d'accord. Et c'est là que la Réunion a quelque chose à inventer. Ah. Et bien on commence le sujet là. Et c'est là que la Réunion a quelque chose à inventer. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on vit à la Réunion un concentré des difficultés auxquelles le monde est confronté. Le monde est inégalitaire entre les pays d'Afrique, les pays d'Asie qui aspirent à un développement économique et social auquel aujourd'hui peu, en tout cas pas assez, ont accès, et une capacité de la planète à engranger ce développement économique et social sans on est déjà dans la dégradation de notre environnement. La question, c'est plus de savoir si la Terre va se réchauffer. La question, c'est de savoir comment on va s'adapter à ce réchauffement climatique. Et donc, entre croissance et, j'ai envie de dire, transition écologique, la Réunion est exemplaire parce qu'elle vit elle-même ces enjeux-là. Comment on peut relever ces enjeux-là? Comment on peut imaginer les relever? Alors c'est plus facile de poser la question que d'apporter la réponse, mais sans doute il y a un modèle de développement économique, un modèle de développement touristique à imaginer autour de ça. La grande chance de la Réunion, je pense, c'est que on est toujours en croissance démographique, mais cette croissance a beaucoup ralenti. Donc, et peut-être que le million d'habitants qu'on nous annonçait à un moment donné de manière, j'ai envie de dire, quasi messianique, peut-être que nous n'atteindrons pas ce million d'habitants. Il y a des prévisions aujourd'hui, des scénarios de l'INSEE où on n'est pas au million d'habitants. Je pense qu'en fait, ça serait, il faut qu'on arrive à imaginer, puisqu'on est en fin de transition démographique, comment on peut continuer à se développer
en arrêtant de dégrader notre environnement, en trouvant un équilibre entre le développement économique et social et le respect de notre environnement. Moi, je crois que la Réunion, c'est en quelque sorte, c'est une terre de France dans l'océan Indien. Ça veut dire une terre de France et européenne dans l'océan Indien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a la chance, on est confronté à des enjeux qui sont assez proches des enjeux de notre environnement régional, mais on a la chance d'appartenir à un ensemble national et européen qui peut sans doute nous permettre d'imaginer des leviers sur le plan technologique, sur le plan technique, sur le plan financier, que notre environnement n'a pas. Et donc, en ayant cette double dimension, on peut peut-être inventer des choses qu'on pourra ensuite partager avec notre environnement. Voilà. Si on pouvait reboucler, peut-être pour aller vers la fin de l'interview, sur la question, vous parlez de l'assimilation. Je ne sais pas comment vous posez la question, mais comment on pourrait exporter assez concrètement certaines choses de la Réunion par rapport à l'Hexagone, puisque quand on dit que la Réunion serait un exemple ou un modèle, chacun y voit ce qu'il veut, c'est l'Hexagone qui se demande comment régler ces difficultés. Et évidemment, c'est pas la même histoire, mais comment on pourrait s'inspirer de l'île de la Réunion? Voilà. Ben, je crois que, d'abord, c'est effectivement pas la même histoire, parce que dans la situation hexagonale, aujourd'hui, ce qu'on paye, j'ai envie de dire, c'est les cicatrices d'une histoire très douloureuse avec l'Afrique du Nord. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Donc les origines du problème ne sont pas exactement les mêmes. Par contre, moi je reste persuadé que le problème, au fond, il n'est pas identitaire, il n'est pas culturel, parce qu'il n'est pas, bien entendu, pas ethnique. Contrairement à ce qu'on entend souvent. Il ne l'est pas pour une raison bien simple, c'est parce que nous sommes dans une république dont les valeurs sont universelles. Donc le sujet, il est d'abord économique et social. Et quand on est dans une société duale, comme on peut l'être dans certaines banlieues ou dans une certaine partie de la France hexagonale, c'est parce qu'en définitive, tout le monde n'a pas accès dans les mêmes conditions, avec les mêmes chances, au marché du travail, à l'éducation, à la santé. Donc le sujet, c'est d'abord un sujet économique et social. Et là où je pense que la Réunion peut apporter des choses, c'est de montrer finalement que lorsqu'une société est en mouvement, et c'est le cas de la société réunionnaise, elle l'est toujours aujourd'hui, et elle est en mouvement parce qu'elle est dans un mouvement de progrès économique et social. C'est-à-dire qu'il y a eu une impulsion qui a été donnée au milieu des années 60, qui a été de dire que finalement, un Réunionnais à La Réunion devait avoir les mêmes chances qu'un Français de l'Hexagone. Un Français de La Réunion doit avoir les mêmes chances qu'un Français de l'Hexagone, que ce qui était pas acceptable pour un Français de l'Hexagone ne l'était pas davantage pour un Français de La Réunion. Et c'est ce choix politique-là, celui de 1946, celui de la départementalisation, concrétisé dans le milieu des années 60, à partir du milieu des années 60, c'est ça qui a enclenché un progrès. Et ben, je pense qu'il faut le montrer, il faut l'expliquer. Il faut que le regard d'un grand nombre d'hexagonaux sur la Réunion change et qu'ils prennent conscience du mouvement qu'il y a ici. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'Hexagone, la plupart du temps, ce que vous vous dites, c'est que tous ces gens-là nous coûtent très cher. C'est pour ça que ma question sur les liens. Et donc, oui, mais c'est la vision. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce deal, on ne fait pas que d'y perdre, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer.
non seulement on n'y perd pas... On peut même y gagner. Non, mais on y gagne. Sur le plan économique, rien que sur le plan économique, et c'est qu'une dimension du problème, quand vous êtes sur un territoire qui, pour l'essentiel, exporte ce qu'il consomme, ben, vous regardez d'où viennent les flux d'exportation ou les flux d'importation. Donc, j'ai envie de dire, alors, en plus, importation, exportation, c'est des mots impropres, parce que pour l'essentiel, c'est entre la France et la France. Hein, d'accord ? Donc, oui, il y a un mouvement ici. Il faut qu'on témoigne de ce mouvement, de ce progrès économique et social, et qu'on montre que ce progrès économique et social, cette impulsion d'égalité et de fraternité, c'est aussi une impulsion de liberté, hein, mais d'abord d'égalité, qui a été initiée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, par le souhait des députés de la Réunion, des Antilles, de la Guyane, de départementaliser ce territoire, de l'émanciper, de le décoloniser par la départementalisation, et ben qu'à partir de là, il y a un mouvement qui s'est enclenché et que c'est ce mouvement qui a permis finalement l'assimilation. Et quand on regarde l'histoire de France, bah, j'ai envie de dire, c'est toujours le mouvement qui permet l'assimilation. Toujours. Si des populations qui viennent d'horizons divers se sont agrégées, y compris au plan national, c'est parce qu'il y avait des raisons pour que les Polonais, les Italiens, les Portugais, ils viennent en France. Il y avait des raisons. Oui, ça ne part plus uniquement d'un désir singulier, mais d'un mouvement qui nous dépasse, quoi. D'un mouvement, c'est-à-dire du fait que la République française, la société française, soit porteuse d'une promesse de progrès. Où elle est aujourd'hui la promesse de progrès de la société française? Où elle est aujourd'hui la promesse de progrès de la société française? Quelqu'un qui propose des programmes Erasmus pour aller voir ailleurs. Ouais, mais j'ai envie de dire ça, c'est la cerise sur le gâteau. Le vrai sujet, c'est celui du développement économique et social. Et ce qui fait bon vivre, et pourquoi choisir la France et pas un autre pays? Oui, et en fait, aujourd'hui, cette promesse, elle n'est plus tenue. Et tant que moi, ma conviction profonde, c'est que tant que cette promesse ne sera pas tenue, ben la France va être tiraillée. Parce que si la communauté nationale, le projet national n'offre pas de perspective de progrès, ben vous vous retournez vers quoi? Ben vous vous retournez vers ceux qui vous ressemblent, ceux qui vous proposent une solidarité d'ordre familial ou d'ordre cultuel ou d'ordre culturel. Et c'est exactement ce qu'on voit dans les banlieues métropolitaines aujourd'hui. C'est-à-dire que le communautarisme prend le pas parce que la République, elle, ne tient pas ses promesses. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que la République tienne sa promesse. Et finalement, la Réunion, c'est un territoire qui peut rappeler, que le modèle républicain, c'est un modèle vivant. Parce qu'à La Réunion, le modèle républicain, c'est un modèle vivant. On n'est pas exempt d'inégalité. On n'est pas exempt de tiraillement. On n'est pas exempt de phénomènes qui nous séparent ou qui ont tendance à nous séparer. Mais en même temps, on est pris dans un mouvement de progrès qui fait que on va chercher l'unité avant de valoriser la diversité. Mais il faut qu'il y ait le mouvement. Et je crois que tout l'enjeu, c'est ça. C'est montrer que par le mouvement, on peut retrouver une unité, et que donc le sujet, c'est comment on retrouve au niveau national le mouvement. Et je pense que c'est indispensable parce que si le mouvement s'épuise ou est totalement épuisé au niveau national, il finira aussi par s'épuiser à La Réunion. Parce qu'on est intimement associé à ce mouvement. C'est comme si nous, on était encore dans l'effet, en périphérie d'un mouvement qui a eu lieu. C'est comme si les 30 Glorieuses s'étaient prolongées à La Réunion jusqu'au milieu des années 2000,
enfin, jusqu'à aujourd'hui. Mais si ce mouvement s'arrête au niveau national, ben, il va finir par s'arrêter aussi chez nous. Et donc notre enjeu à nous, c'est de rappeler au national, de rappeler aux hexagonaux que le plus important c'est le mouvement et qu'il faut retrouver le chemin du mouvement. Je ferai entendre le podcast à certains responsables. Hugues Maillet, on va sur la dernière question. Selon vous, alors, où va le monde ? Si le monde continue d'aller comme il va, c'est-à-dire globalement quand même dans un désordre, enfin moi je le sentiment qu'on est dans le désordre. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des inégalités. Globalement, on ne fait pas grand-chose pour lutter contre. Nos dirigeants ne font pas grand-chose pour lutter contre ces inégalités. Parce que ces inégalités, elles profitent à certains qui n'ont pas envie d'arrêter d'en profiter. D'accord ? Mais en même temps, ces inégalités, elles creusent, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles creusent elles scient la branche sur laquelle on est assis. Et donc, je ne suis pas marxiste, mais je trouve que Karl Marx avait assez raison, puisqu'il disait à peu près la même chose. C'est le capitalisme qui scie la branche sur laquelle il est assis. Là où il s'est trompé, à mon avis, c'est de croire que c'était pas... En tout cas, que c'est le capital... Enfin, ce sont les hommes, en tout cas les marxistes se sont trompés en pensant que c'était la révolution qui allait changer les choses. En fait, c'est notre environnement, notre écosystème environnemental qui va nous rappeler à la réalité. Donc, et ceux qui pensent que c'est la planète qui va le plus souffrir se trompent. Et je pense que c'est un défaut de communication extraordinaire. On n'est pas en train de détruire notre planète, on est en train de se détruire. Notre planète, elle va se régénérer une fois que on aura disparu. Mais c'est nous que nous sommes en train de détruire. Le vrai sujet, c'est celui de la pérennité de l'espèce humaine sur cette planète. Enfin, moi, je suis persuadé de ça. Et quand on fait de l'écologie ou quand on défend l'environnement, c'est d'abord nous-mêmes que nous défendons et notre vie sur la planète. Parce que je ne pense pas... Enfin, la planète a vécu très longtemps sans nous, elle continuera à vivre après nous. Donc le sujet, moi ce que je vois, c'est que si on continue comme ça, on va, dans le mur. Comment en sortir ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience déjà ? Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est quand même naissante, un peu partout dans le monde, on se rend compte de ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il est encore temps d'agir ? Je ne suis pas très optimiste. Je ne suis pas très optimiste parce que je pense que les choses se sont faites à une vitesse grand V, c'est-à-dire que, en fait, tous nos problèmes, ils ne sont pas très anciens, ils ont été impulsés par la révolution industrielle, la première révolution industrielle. La genèse de nos problèmes, c'est la première révolution industrielle. C'est là qu'on commence à détruire notre environnement de manière, pour le coup, effectivement, industrielle. Ensuite, on a été dans une dynamique de croissance, j'ai envie de dire, exponentielle. Donc on est dans un mouvement récent qui a profité à peu, dont ceux qui n'ont pas profité veulent profiter aujourd'hui, pour qui, vis-à-vis desquels ceux qui ont profité hier et encore aujourd'hui ne peuvent pas avoir un discours moral crédible. Donc je crains que ce mouvement-là d'autodestruction, même s'il y a des prises de conscience ici ou là, il soit, j'ai envie de dire, il soit un peu inéluctable. Donc je suis pas très optimiste. Par contre, ce que je crois, c'est que même si ce mouvement devait être inéluctable, il faut continuer à croire en la capacité de
de l'homme, entre guillemets, avec un grand H, de faire face à ces difficultés et d'imaginer des solutions. Et je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'essayer d'imaginer des solutions, et chacun a sa place d'essayer de jouer un rôle et de proposer des solutions. Donc, je ne suis pas optimiste sur où va le monde, mais je pense que même si le chemin qui est devant nous sera sans doute extrêmement dur, difficile, notamment pour les nouvelles générations, mais quand je dis les nouvelles générations, je pense à la génération de mes enfants, hein, mon fils qui a 20 ans, ses deux petits frères qui ont 9 ans et 7 ans. Je pense que le monde sera très dur pour eux, beaucoup plus dur qu'il ne l'a été pour moi. Mais néanmoins, ce que je dois faire, moi, en tant que père, en tant qu'acteur de cette société, c'est de leur inculquer un certain nombre de valeurs, de principes, d'armes, leur donner un certain nombre d'armes pour faire face à cette difficulté et espérer que dans ce marasme qui nous attend, ils trouvent, eux, des leviers, le génie, qui leur permettra de changer le cours des choses. Hugues Maillot, je vous remercie pour toutes vos réponses. Je vous en prie.